Alors, déjà avant tout, moi je suis Abel Salah, donc je me suis brièvement présenté tout à l'heure, je suis formateur pour différents organismes. On a donc du coup une structure qui s'appelle Boost Entreprise, basée sur Montpellier, et Boost Formation, qui est justement notre pôle formation sur lequel on accompagne justement les entreprises sur différents sujets, dont justement l'acquisition. Le point le plus important, donc comment utiliser les bons outils pour déployer une bonne stratégie? Ou encore, comment construire un process efficace qui va justement permettre d'amener un prospect chaud. Alors déjà, la définition de prospect chaud. Ça signifie qu'au préalable, il a été contacté, on a déjà commencé à créer un lien avec celui-ci, qu'il y a eu un échange et qu'on a senti un intérêt. Donc, ça signifie qu'à ce moment-là, on peut considérer qu'il est chaud. À la différence d'un prospect froid. Le prospect froid, je vais vous donner un exemple très concret. Je pense que vous recevez peut-être des SMS actuellement pour le CPF ou voir des coups de téléphone. Donc là, on vous appelle, on ne vous connaît pas du tout et on vous propose automatiquement un service. L'auto-transformation, le nombre de clients qui vont acheter sur de la prospection à froid est vraiment très, très bas. C'est très, très compliqué. On est sur une approche très massive, mais très peu qualitative. Donc, il est plus intéressant, vraiment, c'est justement ce qu'on va voir ensemble, d'avoir plutôt une approche sur du qualitatif, et donc, du coup, de se centrer vraiment sur des arguments précis et sur une méthodologie avec un objectif, encore une fois, précis. Il existe vraiment une multitude d'outils différents. Alors, Société Info que j'aime particulièrement, LinkedIn, alors c'est le navigateur, particulièrement de l'outil LinkedIn, que je trouve, sur un budget peut-être déjà un peu conséquent. Wallaxy, un outil que j'utilise maintenant depuis bien longtemps avec Prospecting, Faro, HubSpot, etc., etc., etc. Tous ces outils-là, il faut bien comprendre que si vous souhaitez tous les utiliser, bon courage, parce que je pense que vous allez y passer un bon moment. Ça va vous permettre peut-être un jour justement de proposer aussi des formations. Il en existe vraiment beaucoup. Ce qui est important, c'est de trouver celui qui va répondre à votre besoin. Et donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Et quels sont les éléments que vous avez besoin pour pouvoir proposer, justement, pouvoir utiliser plutôt le meilleur outil qui va vous permettre d'extraire les bonnes données et ainsi de pouvoir mettre en place votre stratégie. Et alors, la question encore, c'est comment on fait pour adopter du coup une stratégie? Alors, avant tout, la première question, c'est qui sont vos clients? À qui s'adresse votre offre? Quel comportement ils ont? Comment ils font? Comment ils trouvent? Comment ils cherchent les informations sur le produit ou le service que vous avez à proposer? Quelle est leur motivation d'achat ou quel est leur frein d'achat? Alors, ce qu'on appelle une motivation, c'est finalement ce qui encourage l'achat ou à l'inverse, c'est ce qui peut bloquer le processus d'achat. Quelle est la problématique? En fait, ces questions-là, c'est déjà avant tout de savoir à qui on parle. Et plus on va savoir automatiquement à qui on s'adresse, mieux on va pouvoir adapter notre offre, notre accompagnement et donc venir les toucher de façon beaucoup plus impactante. C'est vraiment la première des questions à se poser, puisque à partir de celle-ci, encore une fois, on va pouvoir définir alors, une stratégie et du coup le bon outil qu'il faudra utiliser. Parce qu'il en existe encore une fois beaucoup. Donc il faut réellement comprendre à qui on s'adresse et comment justement on souhaite l'approcher. La deuxième question est donc quel canal privilégier? Quand on parle d'acquisition, en fait, il existe encore une fois une multitude de canaux différents. Ce qui est certain, c'est que on va de plus en plus sur du multicanal. Alors, multicanal, ça signifie qu'on va commencer avec notre client sur LinkedIn et on va enchaîner notre échange sur des campagnes emailing, par exemple. Et on va finaliser la vente sur un échange téléphonique, par exemple. Donc, on va mettre en place différents canaux. Donc, on a commencé sur LinkedIn, on a continué sur une campagne mail et on a finalisé la vente sur une rencontre en face à face quand c'est possible ou par téléphone. Et donc, on va vraiment de plus en plus sur du multicanal. C'est justement pour ça qu'il est intéressant en fait d'intégrer des outils. Tout à l'heure, je vous ai montré par exemple HubSpot. HubSpot qui ne va pas réellement faire de l'acquisition, mais plutôt de la gestion. C'est-à-dire que quand on souhaite justement faire de l'acquisition client, l'objectif, je vous l'ai dit au préalable, donc définir sa stratégie, définir son objectif et derrière mettre en œuvre des actions.
Et donc, quand on parle de mettre en œuvre des actions, ça signifie d'avoir une pipeline, quelque chose en fait qui nous permette de suivre un tout petit peu ce qu'on veut faire et comment on va le faire. On vient de le dire, si on souhaite approcher les clients en utilisant Wallaxy, Faro, etc., OK, c'est la première étape. Quelle est l'étape d'après et à quel moment on la met en place? Si je souhaite donc du coup continuer ou relancer mon client par mail, combien de temps je vais attendre, sachant que il risque, un client chaud risque du coup de devenir un peu plus froid si on laisse un écart trop important. Donc c'est justement pour ça qu'il va falloir à chaque fois avoir le bon tempo. Alors moi je dis le tempo un peu comme finalement en musique, c'est plus agréable quand on a le bon tempo. C'est la même chose pour le commercial, c'est-à-dire que s'il arrive à trouver le bon tempo, il aura d'excellents résultats. Et donc, c'est justement pour ça qu'il est important de définir encore une fois une stratégie. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est qu'une stratégie personnalisée va permettre d'acquérir beaucoup plus de clients, en tout cas beaucoup plus de résultats, parce que, on l'a dit tout à l'heure, on a de plus en plus d'approches un peu sauvages et au final qui s'adressent à tout le monde et au final à personne en même temps. C'est-à-dire que on s'identifie pas. C'est justement là toute la nuance. La particularité, c'est que pour réussir à me toucher en tant que client, il faut me parler réellement des problématiques que je rencontre, de ce que j'aimerais réussir à solutionner, de ce qu'on a entre guillemets à me proposer parce que ça convient parfaitement à ma situation. Et à ce moment-là, justement, je vais réussir à m'intéresser un peu plus à ce que la personne a à dire. C'est encore une fois, d'autant plus de réussir à adapter en fait sa campagne de façon personnalisée. Vous le voyez au travers des quelques scores qui sont indiqués, mais adapter sa campagne de façon personnalisée va permettre, encore une fois, d'avoir un impact beaucoup plus important que celui qu'on pouvait connaître auparavant. Il y a de plus en plus de marques. Alors moi, j'ai une marque que j'aime particulièrement, Back Market, Eldorado, etc., qui vont utiliser le tutoiement d'entrée. Donc, il n'y a pas de vouvoiement, c'est du tutoiement. Donc, ils arrivent d'entrée à dire voilà notre approche, voilà notre méthode et voilà comment nous, on travaille avec nos clients. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde, mais les personnes qui s'identifient sont presque des prescripteurs, c'est-à-dire qu'ils s'identifient réellement à cette méthode-là et ils y adhèrent à 200%. C'est là où il est très intéressant réellement, encore une fois, de bien définir votre stratégie, parce que plus votre stratégie va être claire, et plus vous verrez que votre approche le sera aussi. Si vous avez clairement défini est-ce que c'est du tutoiement ou du vouvoiement, eh bien, vous le ferez, vous le déciderez une seule fois et vous le ferez bien jusqu'au bout. Si vous commencez par du tutoiement, que vous finissez par du vouvoiement, ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on se perd un peu au final dans ce tunnel de vente ou voir encore une fois, on fait des messages un peu copier-coller assez basiques. On le verra justement tout à l'heure par une mise en situation. On vient de le dire, en fait, personnaliser. Personnaliser, c'est donc engager son client et surtout en faire un véritable ambassadeur. Alors moi, j'aime beaucoup, il y a des marques, on va te donner quelques exemples, mais l'exemple de la progression en chiffre d'affaires des banques en ligne qui ont réussi à créer des prescripteurs. Alors, je n'ai pas donné de nom volontairement, mais je pense qu'en tête, vous en avez déjà quelques-unes. Elles ont réussi à créer des prescripteurs sans avoir à faire des grosses campagnes d'acquisition. C'est surtout par une méthode, c'est-à-dire que leur objectif étant déjà d'avoir une approche qui était beaucoup plus directe et voire même à certains moments de récompenser leurs clients sur un système, une façon de faire qui était quand même tout autre de celle qu'on pouvait connaître jusqu'à maintenant. Ça a été très intéressant puisqu'on l'a vu sur la progression encore une fois, en part de marché de Boursorama, pour ne pas la citer, mais d'autant plus une efficacité parce que le client est devenu ambassadeur. Alors bien sûr parce qu'il a une récompense, mais ce qui est très intéressant, c'est que s'il ne vend pas le produit, il en a quand même fait la promo. Ça, avant, c'était quand même pas tout à fait possible. Aujourd'hui, voilà, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser énormément d'outils différents pour promouvoir votre marque. Mais vous n'aurez jamais le même impact que si c'est vraiment vos clients qui promouvoient votre produit. Ce qu'on appelle justement la preuve sociale, en fait. Ça joue un rôle essentiel dans votre stratégie d'acquisition. Plus vous montrez patte blanche, plus vous montrez en fait justement le côté un peu honnête et transparent de la marque, et plus vous verrez que l'engagement client est fort et on crée une véritable relation
avec nos clients. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi on parle de ça, qui ne sont pas forcément des sujets purs de prospection. Et en fait, c'est un sujet pur de prospection et c'est justement le souci que nous, on voit beaucoup dans les approches, c'est que ces questions-là, elles doivent se poser en amont. Il faut faire ce travail préliminaire de se poser ces questions de qui on est, à qui on vend, comment on veut le vendre, quel est notre positionnement sur le marché. Comme tu l'as dit, quand tu vends à tout le monde, tu vends à personne. Quand tu vends tout, tu vends rien. Et donc, c'est vraiment fondamental de choisir un positionnement qui est en accord avec ce qu'on vend, à qui on veut le vendre. Et c'est en créant cette connexion qu'on va obtenir les meilleures performances autant dans l'outreach que dans ce que tu appelles le bouche à oreille, qui est le fait que vos utilisateurs vont ensuite faire la promo de votre produit à des gens autour. C'est ça. C'est ça. Et puis, il y a une histoire aussi d'analyse. C'est-à-dire que c'est comme si je vous dis, bon, mais vous prenez la voiture, OK, et vous fermez les yeux et vous passez la deuxième. Et alors, je ne sais pas si c'est arrivé, c'est un peu la même chose dans une stratégie d'acquisition client. Qui est votre client? Où c'est qu'il est? Comment vous faites pour réussir à aller le chercher, à aller l'atteindre en fait? Si vous fermez les yeux, je ne suis pas sûr que ça marche comme stratégie. Donc, automatiquement, ça signifie de définir un peu un parcours. Où c'est que je vais? Je passe par LinkedIn, je passe plutôt sur une campagne d'acquisition mail. En fait, il faut savoir où c'est qu'il se trouve et comment je vais réussir réellement à le toucher et comment même je vais réussir à lui parler pour le faire réagir justement. Et donc, toute cette partie-là est la première étape. Bien sûr, après, voilà, on arrive au stade à ce qu'on a un peu encore une fois évoqué comme tunnel de vente, en fait. C'est un peu la méthode entonnoir. On part un peu au sens large et puis on vient resserrer au fur et à mesure. Donc, il y a plusieurs arguments qui vont permettre justement d'atteindre ces objectifs-là. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il est prévu que vous receviez normalement le fichier en PDF. Donc, pour ceux qui s'intéressent, vous aurez bien sûr la possibilité de regarder en détail ce qui est marqué à chaque fois. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors, le point que j'aime beaucoup, moi, c'est ça, c'est la stratégie qu'on va appeler AIDA, donc attention, intérêt, désir, action. C'est la même chose qu'on va mettre en place sur une campagne d'acquisition. Euh, Moi, je vais donner un exemple très concret. Comment vous faites quand vous créez une campagne, alors mail, un message sur LinkedIn ou encore une publicité? Parce que bon, la publicité aujourd'hui, vous le savez, c'est très très simple à lancer, hein. Quel que soit le réseau, on peut la réaliser très facilement. On peut aller chercher du lead grâce à ces outils-là. Mais comment on fait pour réellement avoir un impact sur ce qu'on est en train de mettre en œuvre? Et quand je dis un impact, c'est que très basiquement, sur vos réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait que vous vous arrêtez, vous en tant que client? Et je dis donc, vous arrêtez, c'est vraiment arrêter de scroller. Et c'est la même chose que votre client va vivre pour vous avec votre stratégie de communication. Qu'est-ce qu'il va faire qui va s'arrêter de scroller ou que le message LinkedIn il va ressentir presque au final que vous lui parlez vraiment directement et qui va se dire, j'ai envie d'échanger, de poser quelques questions, d'en savoir peut-être un peu plus. Ça, c'est la base, en fait. C'est donc du coup déjà de se poser vraiment encore une fois sur une vraie réflexion sur comment je fais pour réussir à avoir le plus d'impact possible dans mon message et de créer une attention. Déjà, c'est la première étape. Et puis le deuxième, donc du coup, va être justement de réussir à amener le client sur de l'intérêt, du désir et de l'action. Concrètement, pour vous, ça va se mettre en place de différentes façons. Alors là, je vous ai cité un maximum d'outils, c'est volontaire. L'objectif, c'est que vous puissiez comprendre que, je vous l'ai dit au préalable, l'idée est d'identifier celui qui vous convient. Alors, qui vous convient, ça signifie de quel est votre objectif et qui vous souhaitez cibler. On a Société Info, on a Captain Data, on en a vraiment beaucoup par rapport à ça. On va en faire la démo de Société Info pour vous montrer comment on peut faire de l'acquisition très facilement autour de nous. Et je vous donnerai aussi justement quelques tips qui vont vous permettre de créer des bases de données facilement. Mais il faut bien différencier une chose, c'est que on peut prospecter de façon quantitative ou qualitative. Ça n'a rien à voir. On est sur deux stratégies complètement opposées. Quand on parle de quantitatif, alors à ce moment-là, vous prenez n'importe quel outil, vous scrapez, vous récupérez un maximum de données, vous allez sur un serveur mail, Mailchimp, AWS, qui vous voulez, Sendinblue, vous importez votre base de données. Bonjour, je propose mon produit pour pas cher et j'envoie.
là, on est sur du quantitatif. Votre taux de transfo risque d'être quand même bas et il se peut bien sûr que vous vendiez parce que vous allez toucher un maximum de personnes. En réalité, le commercial, encore une fois 2.0, l'aspect business développeur, il va analyser, détailler, structurer, organiser. Et donc, ça signifie qu'il va, encore une fois, se reposer toutes ces questions qu'on a tant évoquées, qui est à qui je souhaite parler et comment je vais réussir à mettre en œuvre les différentes actions pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et alors, ça prend peut-être plus de temps au départ, mais au final, on a un retour sur investissement qui est quand même d'autant plus intéressant parce qu'après, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que ça prend de l'ampleur et ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'est justement nous ce qu'on a réussi à mettre aussi en œuvre pour notre structure et qui à ce jour est très satisfaisant. Donc, comme je vous disais, la première étape, alors, trouver des contacts. La deuxième étape, vous pouvez faire ce qu'on appelle donc du coup de la prospection au téléphone. Et on va parler donc de prospection dans un premier temps à froid, puisque là, pour le coup, on ne connaît pas le client. Alors, il existe différents outils. Moi, je vous conseille par exemple Aircall. Aircall, il est vraiment super parce qu'il va vous permettre de vous enregistrer lors des appels téléphoniques. Pourquoi vous enregistrer? Parce que tout simplement, il va falloir analyser vos échanges. Plus vous allez les détailler, les déstructurer, plus vous allez comprendre ce qui a posé problème lors de l'échange téléphonique avec votre client. Et vous allez donc pouvoir rapidement venir corriger cette action-là. Pareil si vous travaillez avec une équipe commerciale. Si vous êtes plusieurs, en fait, vous pourrez facilement participer, écouter peut-être les conversations des uns et des autres et vous donner quelques tips par rapport à ça en vous disant, mais attention, parce que au niveau de ton approche, je pense que c'est plutôt ça, etc., etc. On va à chaque fois mesurer ce qu'on fait. Et est-ce que tu penses, là, tu parles du coup de cold call, de prospection téléphonique à froid, est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité en 2021, en 2022, ou est-ce que justement on ne fait pas plutôt de la prospection téléphonique à chaud, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais au sens où on va plutôt chercher à préqualifier des leads qui ont déjà marqué un intérêt pour notre business, que ce soit répondre à un message LinkedIn, que ce soit répondre à un email, avoir cliqué, ou même juste remplir un formulaire sur le site. Est-ce qu'il y a encore un bon retour sur investissement à avoir quelqu'un qui fait des appels à froid toute la journée? Et si oui, dans quelle situation? Parce qu'il y a aussi une notion, tu as parlé de la prospection quantitative, qualitative. Déjà, il y a aussi un intermédiaire aujourd'hui qui est d'arriver à faire de l'automatisation qui soit quand même quali, mais qui ne soit pas sur des millions de personnes. Et il y a aussi ce sujet de qui tu prospectes. Si tu prospectes les CEO du CAC 40, tu as 40 personnes, entre guillemets, en France à prospecter. Tu n'as pas intérêt à utiliser un outil d'automatisation parce qu'il te faut 3 heures pour les contacter. Alors que si tu prospectes, j'en sais rien, tous les secrétaires en France, tu dois avoir plusieurs millions de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes. Et du coup, d'un seul coup, potentiellement, chaque client va te rapporter moins parce que tu ne vas pas forcément vendre la même prestation, etc. Comment tu qualifies tout ça? Et tu définis. C'est une excellente question parce qu'il est vrai que ce qui est certain, c'est que on cherche à améliorer les performances. Et quand on parle d'améliorer les performances, on se rend compte que la prospection téléphonique d'entrée de jeu n'est plus du tout conseillée. À l'époque, ça l'était. On avait moins d'outils, moins de digital qui était présent. Maintenant, c'est plus du tout conseillé. On va plutôt tendre à intégrer la prospection téléphonique à un moment donné du tunnel. À quel moment on va appeler le client? OK, ça c'est la bonne question. Par contre, appeler le client d'entrée de jeu, pas du tout. Et pour répondre à ta question, aujourd'hui, dans les services dans lesquels ça peut être utilisé, c'est pour les prospections assez basiques, on va dire changement d'opérateur téléphonique, changer notre service d'énergie à la maison, etc., etc. Donc là, c'est des call centers qui sont à l'étranger. Et donc, au final, l'un dans l'autre, ça explique justement la rentabilité. On a des collaborateurs qui coûtent moins cher. Et sur la masse, le taux de transformation sur de l'appel à froid, si vous appelez 100 personnes, vous en avez 3 qui achètent. Bon, faites le calcul. La rentabilité, elle est quand même plutôt basse parce que c'est pas superbe. C'est pas le meilleur outil aujourd'hui qu'il existe. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on l'utilise, il faut l'analyser. C'est-à-dire qu'encore une fois, des outils comme je vous ai marqué là vont être quand même des superbes outils pour pouvoir suivre, comprendre ce qui se passe et comment on peut venir améliorer ces process-là. Ce qui est certain, c'est que la prospection téléphonique, moi, je ne la conseille pas d'entrée de jeu, mais on va plutôt utiliser des outils. Et alors, dans les outils, il peut y avoir des campagnes mail ou des campagnes réseau. Réseaux sociaux, aujourd'hui, si je vous parle de réseaux sociaux professionnels,
vous avez automatiquement en tête celui qui a réussi à s'instaurer en tant que référent sur le sujet. On a alors les autres qui essayent de suivre. Pas tout à fait, hein, on a une adaptation en fait des réseaux. Ce qui est certain, c'est aussi la cible. Quand on parle de cible, tout à l'heure, je vous l'ai dit, à qui vous souhaitez parler. Eh bien, il est certain que si vous souhaitez parler à des personnes qui ont, je dis n'importe quoi, moins de 25 ans, vous les trouverez plus facilement dans certains réseaux sociaux. L'âge moyen Facebook, 35 ans et plus, etc., etc. Ça signifie que selon notre cible, on va la trouver plus facilement à un endroit précis. On le verra tout à l'heure, Phantom Buster, qui est un outil, va permettre d'aller chercher sur plein de réseaux différentes actions. Aller liker les photos, par exemple, de quelqu'un sur Instagram. C'est peut-être une façon de commencer à mettre en œuvre sa prospection. C'est peut-être la première étape, mais ça dépend encore une fois de qui est notre cible et quel est notre objectif. Je vous montrerai donc du coup justement tout à l'heure les quelques outils qui peuvent être très très intéressants par rapport à ça. Mais donc, je vous le disais, aujourd'hui le référent sur du réseau social professionnel, donc LinkedIn, va permettre de faire énormément de choses. Énormément de choses parce que vous pouvez connecter une multitude d'actions différentes. C'est-à-dire, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez commencer à échanger avec la personne facilement sur LinkedIn et continuer sur une campagne mail qui va être un peu plus individuelle. Vous allez vous décrocher en fait du réseau et vous commencez presque à être un peu plus en direct avec le client, ce qui donne une approche, encore une fois, un peu plus forte et qui va permettre au fur et à mesure d'enchaîner dans votre tunnel de vente jusqu'à la validation, jusqu'à la signature du contrat. On le verra tout à l'heure avec l'exemple de Mediat. Là, je passe un tout petit peu les diapos et on enchaîne justement sur la partie mise en application concrète. Donc, comme ça, au moins, ça vous permet de voir justement sur la même méthode entonnoir, tu sais. On fait au sens large et comme ça, après, c'est plus concret. Donc, on vient de le dire, la prospection sur les réseaux sociaux. Prospecting, je ne vous en fais pas la promo, mais vous le connaissez, je pense, suffisamment. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup l'outil parce que ce qui est drôle, c'est que justement, je suis très habitué encore à prospecting. Et il y a Wallaxy justement qui maintenant prend le relais. Et après, donc du coup, il en existe aussi plein d'autres. Ce qui est certain, c'est qu'il faut, à mon avis, vous perfectionner sur un outil. Ça sert alors, vous en avez quelques-uns qui vont être complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où des actions ne seront peut-être pas suffisantes dans certains outils. Et alors, à ce moment-là, il est peut-être intéressant d'aller chercher un complément sur d'autres outils. Mais ça ne sert à rien de faire 10% partout. Moi, j'appelle ça les 10%. On fait tout, mais on fait tout à 10%. Et au final, on n'a pas de résultat. Et la personne qui nous dit, oui, ben alors j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Oui, mais tu t'es pas vraiment posé en te disant qu'est-ce que tu fais réellement, qu'est-ce que tu mets en œuvre là. Parce que tu veux essayer de faire de la prospection sur LinkedIn, mais qu'est-ce que tu as essayé? Ben alors, j'ai essayé d'envoyer une campagne, je ne me suis pas trop posé de questions, je n'ai pas de résultat. Ouais, jusqu'à là, c'est logique, c'est tout à fait normal. Donc, il y a réellement, encore une fois, une analyse, une adaptation, une compréhension. Et c'est la partie la plus délicate dans le sens où ça demande des efforts à la personne au départ. Comme il ne voit pas les résultats, ce n'est pas palpable, il est un peu frustré de se dire mais je ne comprends pas, ça ne marche pas, donc j'abandonne. Alors que pas du tout, je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Les résultats sont très intéressants, mais il faut travailler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Travailler, s'appliquer un tout petit peu, je vous assure que c'est parfaitement atteignable. Particulièrement sur la partie multicanal, où je pense que c'est vraiment fondamental de maîtriser bien chaque canal indépendamment avant de faire du multicanal. Typiquement, nous, on voit beaucoup d'utilisateurs sur Wallaxy qui viennent du canal LinkedIn, donc qui ont eu l'habitude d'utiliser, faire la prospection LinkedIn, mais qui n'ont jamais fait de cold email et qui nous disent « Ah ouais, je voudrais envoyer des emails en HTML avec des pièces jointes. » Et non, en fait, c'est juste exactement ce qu'il ne faut pas faire en cold email. Le cold email, c'est un email sans HTML, sans pièce jointe, si possible des fois sans lien. Et en fait, les gens, il faut vraiment apprendre à maîtriser chaque canal indépendamment, quitte à faire que des campagnes de cold email pour maîtriser le sujet, itérer dessus jusqu'à maîtriser le cold email. Et quand tu maîtrises le cold email et que tu maîtrises LinkedIn, tu fais les deux ensemble. Et là, tu multiplies les performances. Et comme l'utilisation des outils ne peut pas pallier des mauvaises pratiques, multiplier les canaux et les volumes est en général assez peu efficace pour pallier les mauvaises pratiques. Et c'est souvent l'erreur qu'on voit, c'est que j'ai pas des bons résultats sur ma campagne, donc j'ajoute un canal.
ou j'ajoute un outil, ou je prospecte plus de monde. Alors qu'en fait, souvent, je n'ai pas de bonne performance sur ma campagne parce que je n'ai pas un bon copywriting ou je n'ai pas une bonne segmentation. Et c'est ça que tu dois travailler puisque c'est les fondations de ta prospection. Et une fois que tu as des bonnes performances sur 100 personnes, là, tu peux passer à 1000, 10 000, 2 canaux, 3 canaux, 10 canaux parce que tu as déjà une bonne base et c'est cette base qui va ensuite te donner des résultats qui explosent. C'est ça. C'est tout à fait ça. Tu as les codes un peu, tu sais, moi je prends souvent l'exemple un peu sur les réseaux sociaux. Si tu vas sur Instagram, tu vas sûrement mettre des hashtags. Alors ça, c'est assez basique. Les gens ont compris assez facilement que le code, c'est hashtag pour que ça optimise sa communication. OK? C'est exactement pareil pour tout. Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre sur l'outil que tu es en train d'utiliser pour optimiser justement et atteindre tes objectifs? Tu l'as parfaitement évoqué. Moi, c'est un vrai sujet que j'aime beaucoup, le copywriting, puisque je trouve que, alors ça coûte un peu. C'est-à-dire que quand on le délègue, il existe des plateformes, en plus maintenant de freelance, il en existe une multitude. Vous avez des plus grandes plateformes américaines, Upwork, Fiverr, vous avez Malte, vous avez 5 euros. Il en existe une multitude. Sur ces plateformes-là, on voit au final que des compétences qui paraissaient à l'époque peut-être un peu basiques, dont le copywriting, au final finissent par coûter cher quand on a une réelle expertise. C'est un art, hein. Moi, j'appelle ça un peu des artistes parce qu'ils ont une capacité à justement travailler un peu sur l'aspect psychologique aussi, qui est l'interlocuteur en face. Qu'est-ce qu'il doit entendre en premier? Quel est le deuxième message? Et qu'est-ce que je vais lui dire en troisième message pour le faire passer à l'action? Alors, j'avais un exemple très concret dernièrement avec la Growth Machine, avec qui justement on était en échange et les séquences, je les trouvais incroyables, au point où c'est qu'on avait l'impression que c'était ultra, ultra, ultra personnalisé. Et c'est justement ça, encore une fois, qui donne envie de un peu passer à l'action, parce que comme on a l'impression qu'on nous envoie un message que pour nous, et bien automatiquement, on a d'autant plus envie de répondre, de commencer à interagir. Mais il est vrai que la partie d'un côté, on a le copywriting et de l'autre côté, donc du coup, vraiment le travail sur comment on le met en œuvre, sur quel tunnel et sur quelle séquence workflow on souhaite justement aller chercher le client. Ce qui se passe souvent, c'est que, tu l'as parfaitement dit, euh, il y a une énergie qui est un peu dilapidée, c'est-à-dire que la personne, elle arrive avec de l'envie de se dire, OK, ben, j'ai envie justement de profiter des outils commerciaux qui peuvent exister pour mettre en place ma stratégie d'acquisition, mais elle fonce encore une fois un peu tête baissée sans se poser trop de questions. Et on vient de le voir, c'est exactement ce que je vais vous faire comprendre là, hein. C'est que vous le voyez, des outils, il y en a à volonté. C'est un Ouais. peu, voilà, vous en avez vraiment à volonté. Par contre, là-dedans, quels sont les bons outils? Et justement, ce qu'on verra juste après avec quelques exemples. Mais ça va dépendre encore une fois de votre stratégie. Est-ce que c'est une campagne mail? Alors, tu l'as dit, hein, c'est sûr que pour le mail, il y a quelques codes aussi à respecter. Est-ce que c'est une campagne LinkedIn? Et donc, pareil, ça signifie qu'il va falloir donc du coup travailler son texte, travailler donc du coup les différentes séquences. Et voilà. Donc ça, c'est la partie la plus importante et on va le voir encore une fois en démo. Ça, on l'a déjà dit. Donc la partie au final relationnelle avec votre client, comment vous faites pour piloter votre activité? Qu'est-ce que vous allez faire et à quel moment? Donc il existe des outils même qui vous proposent des versions gratuites, hein. HubSpot, c'est le cas. Vous avez une version même gratuite qui existe là-dessus, qui est superbe comme outil puisqu'il va vous permettre de gérer énormément de choses. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, par exemple, si vous avez un site internet, quel qu'il soit, WordPress, Shopify, etc., 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 vous allez avoir un bout de code, on va le voir tout à l'heure lors de la démo. Vous avez un bout de code que vous pouvez intégrer à votre site internet. Alors, il ne faut pas de grandes compétences pour ça. C'est assez bien fait puisque vous avez même une vidéo qui vous explique étape par étape comment faire. Ce bout de code, donc ce script, va permettre de suivre le comportement de votre client. Ça signifie qu'un client qui revient souvent sur votre site, par logique, il est en train de montrer un intérêt plus important. Un client qui va passer plus de temps sur le site, qui va aller visiter différentes pages, va automatiquement montrer un intérêt plus important. Tous ces arguments-là vont jouer un rôle essentiel dans la performance commerciale de votre entreprise. Si vous êtes en capacité de mesurer ces indicateurs-là, waouh, ça signifie qu'automatiquement, vous n'avez pas besoin de mettre quelqu'un qui fasse de l'appel à froid, justement. Là, on va utiliser des indicateurs de performance pour mieux convertir. Donc, ce script-là, d'un côté, il va nous permettre de mesurer la relation, le comportement client. Et de l'autre côté, une pipe drive va permettre de mettre en place qu'est-ce qu'on fait en 1, qu'est-ce qu'on fait en 2, qu'est-ce qu'on fait en 3, comment on le met en œuvre concrètement.
On l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on fait du mail? Est-ce qu'on fait du LinkedIn? Et à quel moment on appelle le client? Donc ça, c'est du pilotage d'activité qui est pour moi aujourd'hui presque obligatoire. Un CRM, quel qu'il soit, vous avez des versions même gratuites. Asana, Monday le propose aussi. Asana, il existe même en version gratuite. Ou Trello, qui propose donc du coup facilement de mettre en place des pipelines. Et alors, là, c'est la partie, on va dire, la moins drôle. Enrichir ses contacts. Alors, vous allez me dire, mais comment enrichir ses contacts? Déjà, si juste le nom, prénom, ça ne suffit pas. C'est léger. Déjà, je pense même que le terme enrichir n'est pas forcément un terme qui est clair pour tout le monde. Mais aujourd'hui, vous avez votre problématique, c'est vous avez identifié un certain nombre de personnes qui peuvent correspondre. Donc déjà, il faut savoir où est-ce que vous allez trouver ces personnes. Donc ça peut être par exemple sur LinkedIn, vous faites une recherche LinkedIn. Déjà, vous avez une problématique, c'est qu'à peu près un résultat sur deux dans votre recherche LinkedIn ne correspond pas à votre cible. Et il faut optimiser la recherche, puis retrier la liste. Et là, vous avez peut-être des gens avec juste le prénom, le nom et l'entreprise. Et il va falloir des données de contact, puisque si vous voulez les contacter sur LinkedIn, bon, peut-être que vous avez l'URL, mais si vous les contactez par mail, d'un seul coup, il va falloir trouver leur email professionnel. Si vous les contactez par téléphone, il va falloir trouver leur téléphone. Tout ce travail qu'on appelle l'enrichissement et qui, du coup, correspond à partir d'une donnée en général partielle, une URL LinkedIn ou un prénom, nom, entreprise, et on va aller chercher à aller trouver plus d'infos sur cette personne. Ça va de juste trouver un email à trouver le chiffre d'affaires de l'entreprise, le nombre de personnes dans l'entreprise, etc. Exactement. Exactement. Bah après, si on fait une campagne un peu ancienne et classique, qui est je prends le téléphone ou je récupère juste des mails et j'envoie quelque chose d'assez basique, mais il est certain, encore une fois, qu'on revient au départ. Hein. C'est-à-dire que qualitativement, on n'a pas quelque chose. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi elle a décidé de m'envoyer maintenant des SMS. C'est toujours comme ça. OK. Du coup, la partie enrichissement va jouer un rôle clé puisqu'elle va permettre encore une fois de réellement atteindre la mise en œuvre des différentes étapes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on ne fait que du réseau social ou est-ce qu'on décide justement de continuer l'échange avec notre client par mail? Alors, si c'est le cas, il faudra dès le départ quand même déjà avoir un mail. Et donc, à ce moment-là, vous avez des outils, il existe des outils qui vont vous permettre, avec une simple information de départ, de venir vous compléter toute la ligne en vous fournissant justement toutes les informations manquantes sur votre potentiel client. C'est-à-dire, alors, vous avez Abel Sella, OK, mais vous n'avez pas l'adresse mail de Abel Sella, vous n'avez pas le numéro de téléphone d'Abel Sella, vous n'avez pas les réseaux sociaux de Abel Sella. Et au final, avec ça, vous n'allez pas faire grand-chose. Alors, vous êtes un peu à 10%, c'est-à-dire que vous êtes un peu limité par l'information que vous avez. Non, il existe des outils. Donc, on le voit là. Hein. Drop Contact, par exemple, est un parfait outil sur lequel vous pouvez, avec une simple information de départ, venir compléter toutes les autres informations. Et grâce à ça, réussir à mettre en place, donc du coup, justement, votre stratégie d'acquisition, étape par étape. Donc, on l'a dit, dans un premier temps, on peut décider d'aller chercher le client, d'aller lui parler sur les réseaux sociaux. Dans un second temps, encore une fois, du mail. Et dans un troisième temps, du téléphone. Bah. Et là, on arrive à la partie artistique aussi, la partie closing. Alors, moi, j'aime beaucoup, mais le closer, alors c'est un métier, hein, c'est devenu aujourd'hui un métier. Il y a des personnes même qui se proposent parfois maintenant de closer pour vous contre rémunération. Alors ça peut être intéressant pour les personnes qui ont vraiment une réelle difficulté à l'échange téléphonique, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout à l'aise et ils ont du mal à faire une proposition concrète et appuyer en faisant passer à l'action son client. On y va? C'est bon pour vous? Vous êtes OK? C'est quoi qui vous bloque? Mais voilà, avancez avec lui parce que sinon, à un moment donné, l'étape de vente va durer indéfiniment. Le closing, c'est donc du coup la dernière étape sur laquelle on valide la proposition avec le client. Et donc, pareil, il existe différents outils par rapport à ça qui vont vous permettre de suivre vos transactions. Et je vous le disais tout à l'heure, à aujourd'hui, voilà, il existe même des personnes qui prennent des pourcentages et qui vont aller chercher le closing à votre place. Mais ça signifie au préalable, pour qu'un closer puisse bien faire son travail, qu'au départ, il a été qualifié. Ce qu'on dit qualifié, tout simplement, c'est que on a échangé avec cette personne, et donc on a échangé peut-être sur LinkedIn, on a échangé avec lui par mail, et on a identifié un réel intérêt, c'est-à-dire que cette personne-là est donc du coup motivée pour aller plus loin.
Et donc, à ce moment-là, c'est le closer qui prend le relais pour la validation et la signature. Et là, c'est quoi tes recommandations ou c'est quoi, d'après toi, les erreurs les plus courantes sur cette partie? Alors, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de closer sans réellement parler de stratégie en amont. C'est-à-dire qu'ils veulent que de la signature, ce qui est normal, hein. Qui sur Terre va vous dire je veux faire moins de chiffre d'affaires? Ça n'a pas de sens. On court tous contre du chiffre d'affaires. OK, c'est la raison même d'une entreprise de développer son chiffre. Mais en réalité, c'est une stratégie. Ça signifie que déjà en amont, de quoi on parle? Qui est votre client? Comment vous avez obtenu cette information? Comment vous avez échangé avec lui? Est-ce que réellement vous avez eu un échange sur LinkedIn? Il vous a dit juste oui et ça y est, vous commencez à faire du phoning. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Ça signifie que pour moi, le closing, il entre en jeu réellement quand on a mis en place une campagne entre guillemets d'automatisation. Ça signifie que dans l'idéal, bien sûr qu'on peut utiliser des séquences de prise de contact sur les réseaux sociaux. Je trouve ça superbe, c'est magnifique pour un peu briser la glace, pour commencer à créer un peu justement une relation avec le client. Comme je le dis, et au final, je vous donne presque un peu la solution, hein, ma méthode, mais donc les réseaux sociaux, je trouve ça assez intéressant parce que c'est des sources énormes d'informations de façon presque illimitée. Vous pouvez tout y trouver. OK. Donc là, on crée du contact. On va plus loin en créant une relation. Donc ça signifie que là, c'est vraiment du personnalisé. On commence à proposer quelque chose d'un peu plus concret à notre client. Et c'est là où, quand il montre un intérêt, qu'on peut parler de closing. C'est-à-dire que vraiment, il y a un échange avec le client. OK, quels sont vos prix? Quelles sont vos conditions? Qu'est-ce que vous proposez? À ce moment-là, on peut réellement parler de closing. Parce que si c'est juste récupérer, on va dire, 100 prénoms sur LinkedIn avec des numéros de téléphone et on fait du closing, c'est de l'appel à froid. C'est pas du closing. Oui. C'est deux choses différentes. Et L'appel à du coup, là, froid, tu parles pas de, par exemple, de Calendly. C'est vachement efficace, non? Dans une stratégie d'outbound, justement, parce que moi, pour les anglicismes et de prospection, où je vais faire, par exemple, du multicanal, j'envoie un email, je connecte sur LinkedIn, la personne a vu mon email, elle me répond sur LinkedIn, effectivement, ça m'intéresse. Et tu as quand même une étape entre le closing qui est le moment où ton prospect il signe la vente et le moment quand même où il a émis un premier intérêt. Et pour toi, le closing, du coup, c'est toute cette phase-là. Il y a quand même plusieurs transitions en fonction de peut-être le premier appel découverte où la personne elle a été intéressée par ta proposition de valeur. Elle dit OK, je veux bien avoir un call ensemble. Donc là, tu lui envoies le Calendly. Puis elle réserve un premier call. Là, du coup, tu vas avoir une approche précise peut-être dans ton premier call qui va lui présenter la chose. Et ensuite, elle va te dire OK, je reviens vers vous. Est-ce qu'il y a un process de relance derrière? Sur cette partie qui est du coup pour moi assez large de closing, est-ce qu'il y a deux, trois trucs que tu as en tête particulier ou comment tu découpes ce funnel-là? mais déjà, c'est parfait de l'évoquer parce que c'est vrai que je ne l'ai pas marqué, mais Calendly est superbe comme outil, est vraiment magnifique parce que alors c'est un agenda en ligne qui va être mis à disposition au client et qui va permettre au final pour notre client de venir réserver un créneau avec aussi des rappels. C'est un peu comme quand vous faites votre rendez-vous Doctolib. Vous avez donc du coup les rappels et ça, c'est hyper intéressant pour l'équipe commerciale parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des rendez-vous et au final qui peuvent zapper. Donc, le rappel est hyper important déjà. Mais c'est vrai que cette facilité-là, déjà, comme tu l'as très bien évoqué, le fait de mettre à disposition un Calendly est un superbe outil, une superbe solution, puisque donc du coup, on va gagner en efficacité au niveau organisationnel de son temps, sa gestion de sa journée. Donc ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, pour répondre à ta question, il est certain que Calendly, ça peut être un simple échange. On l'utilise beaucoup, ça peut être un simple échange. C'est là où justement, il va falloir définir quel est un peu votre script, votre méthodologie, quelles sont les questions que vous devez poser à votre client pour comprendre assez facilement, conduire la vente. Quand on l'appelle conduire la vente, en fait, amener le client, non pas vous raconter qu'il a passé un super week-end à la montagne, mais plutôt, voilà, quelle est la problématique sur laquelle vous pouvez réellement l'aider pour identifier la solution que, si vous en avez une, le produit ou la solution, si vous en avez une, que vous pourrez bien sûr proposer. Alors, si l'échange, souvent ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs arguments que moi j'aime beaucoup. Vous êtes cher. Alors, vous êtes cher, c'est qu'on ne comprend pas votre prix. Je vous assure, les personnes qui vont acheter des téléphones à presque, pas donner les montants, mais c'est pas cher.
C'est l'argument cher, c'est qu'on ne comprend pas votre prix. Ça signifie que trouver la solution pour que votre prix soit plus concret, plus clair, plus accepté. Parce qu'au final, c'est cher par rapport à quoi? En fait, on se rend compte que les gens, il y a des marques que j'aime beaucoup, je le vois, hein, je vois les progressions de la voiture électrique qui m'impressionnent. Quand j'ai regardé les prix sur Internet, je me suis dit, ah ouais, et là, c'est pas cher. C'est étonnant quand même. Mais en fait, ça dépend des arguments et de la clarté de l'offre. Plus c'est clair, plus c'est accepté. C'est pareil partout. Donc, cet argument-là, vous êtes cher. Ou même, ben alors je vais en parler avec mon ami, je vais en parler avec. On reporte un peu l'acte d'achat parce que on sent qu'il y a justement un manque d'information. Et alors ça, c'est très intéressant. Il faut oser aussi poser la question à votre client. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait à ce jour, en fait, justement, que vous n'êtes pas en capacité réellement de vous décider? Est-ce que si je vous propose un test, est-ce que si je vous propose justement des modalités de financement, etc., trouver des solutions. Et vous verrez, justement, vous allez réellement accompagner votre client jusqu'au bout. C'est intéressant ce que tu dis sur les questions, parce que je pense qu'on revient aussi au sujet de la prospection, qui est souvent, on va parler de soi, on va présenter son offre, etc., sans jamais s'intéresser à la personne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le premier call de découverte. OK, c'est super bien passé, ta campagne s'est bien passée, tu as envoyé ton calendrier, ça y est, tu es au téléphone avec ton prospect qui est intéressé et tu vas commencer à lui dépiler ton offre sans savoir ce dont il a besoin. Et donc, sans t'intéresser à lui et sans personnaliser. Or, ton produit, ton service, il fait probablement un certain nombre de choses larges et il est fort probable que ton prospect vienne pour un sujet précis. Et toi, tu vas lui pitcher toutes les fonctionnalités. Alors que si tu commences par lui poser des questions en disant OK, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans mon message? Pourquoi aujourd'hui on a un échange ensemble? Quelle est votre problématique? Tu vas pouvoir orienter la proposition de valeur sur le besoin spécifique auquel répond ton service. Et nous, par exemple, en interne, on a mis quelque chose en place, c'est que on a des démos un peu généralistes, la personne elle vient à une présentation de l'outil, et on a aussi des onboarding produits où en fait la personne elle répond à un petit formulaire en amont sur comment elle veut, quels sont ses besoins, quels sont ses cas d'usage, un peu qui elle veut, quel est son client idéal. Et la personne qui va préparer la démo va préparer un peu une recherche LinkedIn optimale par rapport à ce que l'entreprise lui a dit. Et en fait, à la fin de la démo, l'utilisateur part avec sa première campagne lancée, parce qu'il a accompagné pour le faire en essayant étape par étape de valider le besoin de l'utilisateur. Et donc, beaucoup plus facile ensuite d'avoir une vente. L'utilisateur repart avec quelque chose de super concret qui répond déjà à son besoin. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a un grand livre qui s'appelle, j'ai un grand livre, pour moi, ça l'est parce que je suis dans le commerce pur et dur, on va dire, Vendre. Le réalisateur justement du film Le Loup de Wall Street. Bon, je pense que c'est un schéma assez classique, assez exagéré sur pas mal de choses, mais il y a des points qui sont assez intéressants. Et en fait, dans son livre, ce qui finalement il met en évidence, c'est que tout repose sur le questionnement client, non pas sur le fait que créer le besoin, c'est franchement archi faux. C'est-à-dire qu'on ne crée pas un besoin, on amplifie un besoin qui est déjà existant. Ça signifie qu'il faut identifier une problématique chez le client, quel est le problème qu'il a et quelle est la solution que je propose. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà en amont que j'écoute mon client. C'est aussi beau que ça. C'est aussi facile que ça. C'est-à-dire qu'il y a un bon vendeur va poser beaucoup de questions. Alors, tu l'as très bien dit justement, l'exemple de celui qui va commencer à te pitcher son produit alors qu'il se trompe, que c'est même pas toi au final qui est le décideur dans l'entreprise ou quoi que ce soit. Il va perdre son temps. Pour moi, c'est le côté justement un peu dommage et c'est là où on mesure aussi la compétence, on va dire, d'une équipe et des résultats aussi. Mais donc, oui, le questionnement va apporter beaucoup, 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 parce que je vous assure que souvent, si vous écoutez le client, il vous donne par lui-même justement ce qu'il aimerait réussir à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'au final, il attend presque plus un accompagnement au travers de ce que vous proposez qu'au final, que vous veniez créer quelque chose qui n'a pas envie, en fait, qui n'a pas besoin. Donc, le questionnement joue un rôle essentiel, essentiel dans justement la partie closing, compréhension justement de la problématique du client pour pouvoir faire la bonne proposition, la meilleure proposition au final. Et même avant, finalement. Enfin, je sais que tu vas présenter un petit peu un cas d'usage, mais personnellement, selon les campagnes que j'ai menées et selon mes objectifs, les campagnes où tu as les meilleurs résultats, c'est les campagnes en question ouverte. Tu vas aller voir un prospect et au lieu de lui dire
Salut Abel, je vois une solution d'automatisation LinkedIn. Est-ce qu'on peut booker un call pour que je te présente la solution? Si tu arrives et tu dis Salut Abel, j'ai vu que tu étais formateur indépendant. J'imagine que trouver des clients, ça fait partie de tes sujets. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières là-dessus aujourd'hui et quels outils tu utilises pour déployer tes stratégies d'acquisition? Tu vas avoir des taux qui sont beaucoup plus intéressants. Tu vas commencer à créer un échange. Et la personne qui va te répondre effectivement, là, je galère un peu à trouver des clients. OK, c'est quoi les stratégies que vous menez? Ah, vous faites que du l'appel à froid. Vous avez déjà pensé à faire de la prospection sur LinkedIn. Et dans cet échange, tu vas amener ta solution en répondant aux problèmes précis de ton prospect. Et donc, tu as des taux qui sont infiniment supérieurs. Et pour moi, aujourd'hui, les outils d'automatisation, si on parle de Walaxy par exemple, ils servent à gagner du temps pour passer du temps à avoir ces échanges-là avec son prospect chaud ensuite. C'est-à-dire envoyer un peu du volume avec des questions ouvertes en essayant de bien segmenter, de bien écrire son message et ensuite créer l'échange. Et pendant que le robot il tourne et qu'il contacte d'autres personnes, toi, tu commences à avoir un échange avec des vrais humains et tu essaies de comprendre le besoin et d'amener à un moment ou à un autre ta solution si elle est pertinente pour ton prospect. C'est ça. C'est ça. Et puis en plus, tu l'as bien dit en fait, puisque la partie automatisation, elle apporte quand même aussi une rentabilité temps. On a 24 heures dans une journée, donc c'est certain que aujourd'hui les outils jouent quand même une vraie plus-value, hein, une vraie plus-value. Maintenant, il faut qu'ils soient encore une fois utilisés à bon escient. Et au final, C'est par ça. rapport à ce que tu veux nous dire, en fait, c'est qu'au final, si on veut, alors si on m'approchait, donc du coup, oui, formateur, etc., mais ça signifie que la personne déjà a préparé en amont quand même un objectif d'acquisition en se disant, je vais cibler les formateurs avec tel message. Mm. Et c'est ça, en fait, qu'on vient de voir auparavant, qui est de réfléchir sur une stratégie d'acquisition. À qui je vais parler et comment je vais lui parler. C'est en fait vraiment ça, pour moi, ça joue, ça fait énormément du job. Parce que même si vous utilisez des outils, et ça revient à ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais si vous utilisez des outils et que vous utilisez à mauvais escient, vous risquez au final plus de perdre du temps et les résultats ne seront pas fabuleux. Donc, c'est pour ça qu'il est réellement intéressant de se pencher en détail en se disant, OK, étape par étape, je vais justement commencer à tester, à mesurer un tout petit peu ce que je fais et je vais venir corriger pour continuer à améliorer. Mais oui, les questions, de toute façon, c'est comme tout le temps, hein. On les pose au début, on les pose pendant, on les pose après. Oser demander justement le retour client joue un rôle, encore une fois, hyper favorable pour une entreprise, puisque la preuve sociale, à aujourd'hui, d'après les stats, 9 clients sur 10 font attention aux avis. Et moi, j'aime beaucoup une grande marque, de la plus grosse marque e-commerce, Amazon, qui met les avis avant le prix. Je trouve que c'est quand Mm. même un sacré argument. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, demander le retour d'expérience de votre client, c'est la meilleure des choses. Et dans tous les cas, c'est-à-dire que même si au final, il n'a pas acheté, qu'est-ce qui a fait que, au final, qu'est-ce qui vous a bloqué? Est-ce que c'est l'aspect montant? Est-ce que c'est la clarté du produit? Est-ce que c'est comprendre justement quelles sont les actions correctrices? Et donc, au niveau de la gestion du temps, on vient de l'évoquer justement avec les différents outils qui peuvent exister aussi. Optimiser. Et donc, on l'a dit, en fait, gagner en résultat, gagner en performance. Donc, c'est justement la différence, c'est un mot que j'aime beaucoup. Efficience, à la différence d'efficacité, c'est une histoire de moyens. Donc, quand on parle de moyens, moins de temps, moins d'argent. C'est souvent ce qui arrive justement à toutes les équipes, on va dire, réduites. C'est-à-dire que automatiquement, on est moins nombreux et on veut tout faire et on veut avoir un maximum de chiffre d'affaires. OK, super, parfait. Alors, les outils vont encore une fois jouer un rôle essentiel là-dedans, puisqu'ils vont pouvoir vous dupliquer et prospecter un peu pour vous pendant que vous êtes en train de faire autre chose avec peut-être un autre client. Voilà, vous êtes en train d'avancer sur vos dossiers. OK, c'est super. Par contre, organiser. Organiser joue quand même encore une fois un rôle assez important, assez essentiel dans votre stratégie d'acquisition, de prospection. Encore une fois, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre en première étape, en deuxième étape et en troisième étape. Et alors, se former, voilà, c'était la petite aparté dans le sens où aujourd'hui, vraiment, il existe une multitude d'outils. Il existe une multitude d'outils. Alors, on va le voir, hein, on va passer justement à la démo. Il existe une multitude d'outils où on peut facilement prospecter encore une fois à tout va. Mais si on le fait un peu tête baissée sans savoir au final ce qu'on est en train de faire, les résultats risquent d'être moindres. Alors que presque tous les outils maintenant vous proposent
presque, je dis bien, des formations. Je pense que c'est bien le cas en plus de Wallaxy, sur lequel il y a une étape par étape. Je veux dire, il n'y a pas plus clair. Et en plus, je sais que Wallaxy a été beaucoup plus simplifié que Prospectine. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup plus la main sur Prospectine que Wallaxy, tu vois. Ça C'est dépend de normal, chacun. c'est une question d'habitude et on a fait quelques changements qui font que quand tu es habitué à un outil, tu as du mal à changer. Après, il y a des choses sur Galaxy qui ont été moins bien faites aussi, qui ont été moins claires et sur lesquelles on travaille. Mais c'est annexe. Enfin, il y a des trucs qui ont été moins clairs et récemment, justement, on a repensé le produit pour que ce soit le plus simple possible de lancer sa première campagne. Et j'aurai l'occasion de montrer tout à l'heure parce que j'aimerais bien montrer aussi comment trier une liste. J'ai des petites tips à partager. Et dans les questions-réponses, je te propose qu'on potentiellement, une fois que tu auras déroulé ton cas d'usage, on montre un petit peu comment trier une liste de prospects à partir d'une recherche LinkedIn, qui est un vrai basique de ta prospection, puisque finalement, si tu as 100 prospects dans ta liste et qu'il y en a un sur deux qui ne matche pas avec la personne que tu veux contacter, et si tu arrives à atteindre à l'inverse 95%, en fait, si tu as une personne sur deux qui ne matche pas avec ta liste, tu as une personne sur deux maximum qui a une opportunité de devenir ton client. Donc, il y a la moitié des gens que tu contactes pour qui c'est déjà perdu. Et donc, en essayant d'optimiser cette base de prospects que tu contactes, d'un seul coup, tu augmentes significativement tes performances. C'est ça. C'est ça. Après, c'est comme tu dis, aussi une histoire d'habitude, mais pourtant, moi, je m'y tiens quand même suffisamment informé dans le sens où, voilà, je vais vous donner quelques exemples concrets. On va faire donc du coup, on va dire du quantitatif. On va commencer par si on lance. Donc, alors, cette application-là qui est particulièrement intéressante pourquoi elle n'apparaît pas si elle va apparaître. Ok, e-mineur. Donc là, e-mineur qui est assez intéressant alors pour la partie obtention au final de lead. C'est-à-dire que là, on est sur du quantitatif. Il n'y a pas du tout du qualitatif. Et donc, je vais vous faire une démo et vous allez vite comprendre. En fait, quand vous installez e-mineur, donc vous avez, alors c'est sur Google Chrome, vous avez en fait un navigateur c'est juste une petite application qui s'installe sur votre navigateur et sur laquelle vous pouvez ici entrer des mots-clés. Donc dans notre cas, si on marque immobilier Marseille ou immobilier Montpellier ou dentiste ou etc., etc. Donc vous allez utiliser justement des mots-clés qui vont vous permettre d'aller chercher la cible que vous souhaitez atteindre. Alors quand on parle de cible, c'est-à-dire que là, encore une fois, on est au strict minimum parce que, là, je déplace ça, c'est mieux. Ici, donc quand j'ai rentré mon mot-clé, je peux venir chercher sur tous les sites web. Donc il en existe, waouh. Vous avez Pôle emploi, vous avez Spotify, vous avez Telegram, vous avez un illimité, au final, énormément de sites qui existent. Eventbrite, alors pour les événements, hôtels, Airbnb. En fait, dès le moment où l'information est présente quelque part sur Internet, il va la trouver. Et enfin, les fournisseurs de messagerie. Donc, dans notre cas, est-ce que c'est .fr, est-ce que c'est .es, Espagne, est-ce que c'est .com, etc., etc. Et il en existe pareil, une multitude. Donc, je sélectionne en fait tous les critères qui me sont importants et il va même me poser la question quel est le moteur de recherche sur lequel je souhaite lancer ma recherche parce qu'on peut, pareil, dupliquer sa recherche sur d'autres moteurs de recherche. Bien sûr, le plus important, mais vous l'avez, Google. Maintenant, c'est vrai que ça dépend de certains lieux où des fois, stratégiquement, ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, moi, je vous conseille de rester sur Google. Dès le moment où je lance ma recherche, vous voyez, il va venir filtrer automatiquement tous les sites Internet et rapidement me dire on a obtenu 2 leads. Donc, vous l'avez vu tout en haut, il affiche, vous avez des adresses mail. En fait, il cherche directement, même sur Instagram, tous les contacts. Donc, 28 leads obtenu de façon très facile, très, 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 très facile. Là, bien sûr, on est en train de voir encore une fois le cas d'usage basique qui est je fais du quantitatif. OK, je fais du quantitatif. J'ai une solution à proposer aux agences immobilières qui sont sur Marseille, par exemple, et je souhaite obtenir des leads. Et donc, quand je dis des leads, alors il va en fait tout simplement scraper Google pour me créer un fichier CSV Excel qui va me permettre de récupérer toutes ces informations-là basiquement. Donc ici, alors on va l'arrêter parce que sinon, à mon avis, il va passer un moment. Donc là, arrêter. Et ici, j'ai donc du coup, au final, mon fichier que je peux télécharger en Excel et qui va me dire, OK,
Alors, les personnes qu'on a scrappées, donc, scraper, ça signifie que donc, du coup, on est venu récupérer. Bien, en fait, on va avoir les adresses mail à chaque fois. On va avoir les noms, prénoms, voire même des fois, donc du coup, leur site internet sur lequel il a été récupéré. Donc, ces données-là, en fait, elles vont être facilement incorporées à des outils. Alors, ça peut être différents outils, hein. Je sais qu'on peut même les incorporer justement sur Wallaxy. Donc, on peut importer notre fichier pour aller échanger avec ces personnes-là. Dans un premier temps, on l'a dit, au final, sur LinkedIn, par exemple. Et dans un second temps, on pourra aussi justement les contacter par email. Donc, ça, c'est la méthode, entre guillemets, la plus basique possible et qui reste quand même tout de même intéressante parce que très simple à mettre en œuvre, en fait. Surtout, très simple à mettre en œuvre. Alors, eMineur est un bon outil. Donc, c'est juste une extension Google. Alors, moi j'aime beaucoup Oliver List. Alors, c'est drôle parce que c'est français aussi. Et ce qui est étonnant, donc dès le moment où vous identifiez, ce qui est étonnant, c'est que là où c'est qu'il est le plus utilisé, c'est en Amérique latine. Et donc, ici, je vais dire, OK, alors je veux créer une campagne. Donc, dans notre cas, on va lancer une campagne concrètement. Donc, on va faire campagne, nouvelle campagne. Et ici, on va nommer test Montpellier. Et il va me demander est-ce que je souhaite justement importer via Oliver List en fait des contacts ou est-ce que j'ai déjà même un fichier CSV. Alors, le fichier CSV, c'est exactement ce qu'on vient de voir ensemble là. C'est-à-dire que je peux venir récupérer facilement les données pour les incorporer à n'importe quel outil pour que cet outil mette en œuvre différentes actions pour moi. Donc, viennent envoyer un premier message, un deuxième message, un troisième message. Si on va dans recherche, celui qui est le plus intéressant ici, c'est celui-là, Google Maps. Alors, Google Maps, si je fais tester, donc je vais dire, je veux, pareil, on va dire agence Marseille, et je veux immobilier, donc un seul mot, immobilier. Il m'a dit, il me demande du coup quel est le secteur géographique sur lequel je souhaite aller chercher. Et donc, dans notre cas, on va dire, OK, alors non, il me donne toutes les villes sauf la bonne, Marseille en France. Et il me demande donc justement de déplacer la cartographie pour venir situer. Oh, non, c'est mal situé justement. Ce sera l'occasion. Donc de venir déplacer la map, et venir donc du coup pouvoir scraper toutes les entreprises qui correspondent aux informations que je viens de citer au préalable. C'est-à-dire que Marseille, immobilier, tout simplement. Si je veux, ici en haut, vous pouvez voir rechercher des profils LinkedIn. Je peux connecter les deux déjà. Donc, ça signifie que d'un côté, je vais avoir l'entreprise et de l'autre côté, je vais avoir le profil. Pourquoi? Parce qu'il y a une information qui est commune quelque part. Il y a peut-être un numéro de téléphone, il y a une adresse mail, il y a quelque chose. Et donc là, très basiquement, c'est parti, comme c'est marqué, hein, et vous pouvez commencer à voir qu'il va commencer à scraper, donc à récupérer ici en haut. Il vous demande donc du coup là. Et donc, il va commencer à scraper rapidement toute la base de données Google Maps. En réalité, en fait, ce qu'il utilise, c'est quelque chose peut-être que vous connaissez aussi, ce qu'on appelle les fiches entreprises Google My Business, qui sont des fiches gratuites pour les entreprises qui permettent de mieux revendiquer son entreprise, mais qui, par la même occasion, peuvent permettre à d'autres entreprises de récupérer des données pour entrer en contact avec vous. Donc ça, stratégiquement, c'est quand même assez intéressant. Et enfin, on va avoir donc du coup, sur cette campagne-là, pour finir sur celle-ci, ce qui est super, c'est que vous pouvez créer, on va le voir, donc du coup, on va revenir sur les campagnes, le temps qu'il continue sa recherche, et on va aller sur test. Sur test, on va ici dans cible. Donc, je peux lui dire, OK, je vais ajouter mon fichier CSV que j'ai fait tout à l'heure avec eMineur, par exemple, ou je vais ajouter directement mes recherches Google Maps qu'on est en train de faire actuellement. Ça, c'est un exemple. Donc, dès le moment où j'ai défini ma cible, je vais définir aussi le message. Ce qui est super ici, c'est que vous pouvez facilement créer un template ou des séquences. Donc, un template, c'est au final, que je ne dis pas bêtise parce que je pense qu'ils ont changé. Oh non, c'est bon. C'est bon. Parfait. Du coup, ici, vous voyez, vous avez directement tout le texte qui est prévu.
avec, par logique, des réflexions, des propositions qui peuvent être optimisées pour votre processus de vente. Ça signifie que, première chose, on va dire ça. Donc, dans ce cas-ci, vous avez à chaque fois du code en fait, qui va reprendre ou le prénom ou le nom, la ville de la personne, votre site Internet, etc., etc. Et donc, c'est des campagnes qui vont être envoyées directement. Ici, voilà. Vous pouvez même faire un envoi d'un mail test. Vous allez lancer donc du coup votre séquence. Donc séquence, c'est premier message, deuxième message, troisième message. Et ce qui est super, c'est que si vous poussez la chose, ben en fait, il va venir mesurer le comportement de votre client. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au préalable, avant de commencer à lancer ma campagne, j'aurai normalement un site Internet. Sur ce site Internet, j'ai connecté ce qu'on appelle le script. Le script, je vous ai perdu ou c'est bon? Ça marche, hein? Parfait. C'est bon, c'est bon. Parfait, parfait. Du coup, comme je disais, le script est celui qui va permettre de commencer à compter tout ce qui se passe. Alors, compter le temps que votre client passe sur votre site Internet, compter le nombre de pages qu'il aura été visité, etc., etc., etc. Donc, ça signifie qu'il y a deux choses à la fois. D'un côté, on a la campagne, on l'a dit tout à l'heure sur la présentation. Ça signifie qu'au préalable, je me suis déjà identifié un objectif, qui est la cible que je souhaite aller atteindre, comment je vais lui parler, est-ce qu'au final, le message qui m'est proposé me suffit ou est-ce qu'il demande justement un tout petit peu de vérification? Ici, vous voyez, nul. À mon avis, il y a un problème de code quelque part. Si vous envoyez le message comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit super bon pour votre business. Donc, ça demande quand même une vérification, un contrôle et voire même des corrections. Ce qui est super, c'est que même pour les novices, pour ceux qui voilà, ont un peu plus de difficultés par rapport à ça, c'est très facile à mettre en œuvre. Et on va avoir le premier message, le deuxième message, etc., etc. Je peux ajouter des étapes si je souhaite et facilement envoyer directement des campagnes email en utilisant une adresse mail professionnelle. Par exemple, le nom de votre entreprise, @gmail.com, etc., etc. Donc ça, c'est facile à mettre en œuvre. Et ici, vous voyez, il y a des opportunités. Donc, dans notre cas, si on regarde les opportunités, il nous dit ce client-là a été à traiter, par exemple, est venu donc le score à chaque fois. Il va attribuer automatiquement un score selon le comportement du client. Donc, il a été sur le site internet 3 fois. Il a ouvert donc du coup le message une fois, pas de mail. Ici 4 fois, etc., etc. Donc, selon le comportement qu'il va avoir, à chaque fois, il va venir scorer le client pour vous dire, OK, il faut appeler tel client. Donc, il va vous donner tous les éléments. Donc, ici, il va vous dire la date précise à laquelle il est venu sur votre site Internet, qu'est-ce qu'il a fait, combien de temps il est resté, etc., etc. Le profil LinkedIn, pareil. Donc, on peut récupérer, on peut tout connecter ensemble à la fois. Et donc, facilement, ça va être aussi un CRM qui va nous permettre de dire, OK, c'est un client qui est chaud, c'est un client qu'il faut envoyer sur mon CRM. Justement, tout à l'heure, on en a parlé. Hein. Il faut traiter justement cet échange avec ce client-là ou voire pas du tout intéressé parce que malheureusement, notre concurrent qui montre un intérêt peut-être trop fort pour notre produit, mais ce n'est pas un client. Donc voilà, des fois, il peut y avoir aussi des données comme ça qui peuvent venir fausser vos résultats. Donc, assez basiquement, je peux mettre en place des stratégies d'automatisation qui vont venir m'aider dans ma prospection. Et vous voyez ici, donc c'est marqué réengager dans les séquences de 90 jours ou dans une séquence classique. Cet outil-là est quand même assez sympa, très facile à mettre en œuvre et il permet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, quand on lance la recherche, d'exporter et d'enrichir depuis une recherche LinkedIn, d'exporter et d'enrichir depuis Google et puis le classique, hein, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Et puis pour ceux qui ont l'option Sales Navigator, ça va vous donner un peu plus d'action. Donc celui-ci est vraiment encore une fois le workflow pour moi qui est très simple à prendre en main. Sans quoi, pour en revenir donc à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, si on prend e-mineur, si vous faites du scrapping classique, après, en réalité, en passant MailJet, en fait, c'est justement
un outil d'envoi mail en masse. Donc, on parle en masse, ça signifie un volume quand même assez important. Et ici, vous voyez, pour 0 euros, vous avez 6000 mails par mois. Je ne sais pas dans quelle ville précisément vous vous situez, mais si vous divisez le nombre d'habitants à chaque fois par 6000, eh bien, vous saurez combien de mois il vous faudra pour parler à tous les habitants de votre ville. Est-ce que c'est la bonne solution? Pas vraiment. Ça revient encore une fois à la première chose qu'on a déjà dit, c'est de faire du quantitatif. Quand on souhaite faire du qualitatif, ce n'est pas la meilleure méthode. Mais il faut peut-être trouver aussi un équilibre entre les deux, parce que si vous avez identifié qui est votre cible, à qui vous souhaitez parler, à qui vous souhaitez proposer votre produit, à ce moment-là, il est peut-être intéressant d'intégrer, de récupérer les mails. Par exemple, si vous proposez aux agences immobilières une nouvelle solution, etc., récupérer justement les données de ces agences immobilières et d'utiliser facilement ce type d'outil qui va vous permettre de créer des templates aussi, donc assez basiquement, pour pouvoir proposer votre offre. Et vous le voyez à des tarifs très, 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 très bas, hein, puisque même si vous allez sur des volumes assez importants, c'est aujourd'hui en retour sur investissement, hein, tout ce qui va être séquence et automatisation, que ce soit sur du mail ou sur des réseaux sociaux, c'est celles qui ont le meilleur retour sur investissement. Le coût par rapport au chiffre d'affaires qu'elles peuvent représenter, elles sont stratégiquement très, très, très intéressantes. Paradoxalement, c'est aussi étonnant, mais beaucoup d'entreprises sont réticentes à l'achat et il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas utiliser d'outils de prospection parce que 14 euros, parce que 35 euros, c'est cher. Alors moi, je n'arrive pas du tout à comprendre, hein. C'est-à-dire que vraiment, il faut se poser 2 secondes et poser les choses comme il faut parce que je peux vous assurer que si c'est bien travaillé, le retour sur investissement est plutôt exceptionnel même. C'est-à-dire que C'est un truc très français hein, d'être toujours à raisonner en dépenses et pas en retour sur investissement. Et nous, typiquement, on constate que les pays plus anglophones ont beaucoup moins cette réticence-là et cherchent à comprendre combien ils vont gagner avec l'outil. Mais c'est aussi ce qui fait que, tu en parlais avant, il y a beaucoup d'outils sur le marché qui sont faits par des Français, beaucoup d'outils de scrapping, etc. Parce que souvent, c'est des outils qui coûtent pas cher, justement, ou en tout cas qui permettent d'avoir beaucoup de résultats pour des prix assez dérisoires. Typiquement, Mailjet, pouvoir envoyer 15 000 mails par mois pour 14 euros. Et Mailjet est un outil français. Donc, ça montre bien que les outils français sont très forts sur cette partie-là, qui est à moindre coût obtenir un maximum de résultats. Exactement. Exactement, et d'autant plus, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'innovations et de compétences françaises sur ce sujet-là, et ça fait plaisir parce que justement, alors ce qui est dommage, c'est que d'un autre côté, on n'est peut-être pas les meilleurs utilisateurs encore, parce que tu l'as dit, peut-être qu'il y a une histoire de maturité de marché, de connaissances, d'utilisation, mais pour moi, il faut se former, il faut apprendre à l'utiliser, il faut comprendre la plus-value que ça peut apporter, quel qu'il soit le type d'outil. On l'a vu, il existe, on l'a vu Oliver List, il existe donc Faro que je vais vous montrer, Société Info, il existe vraiment beaucoup d'outils. Ça ne signifie pas qu'il faut s'amuser à payer tous les outils qui existent, pas du tout. Par contre, identifiez celui qui répond le plus à votre stratégie d'acquisition, comment vous souhaitez justement la mettre en œuvre. Et derrière, voilà, quand vous voyez encore une fois le coût d'investissement, je peux vous assurer que si vous le travaillez, vous aurez par logique un retour sur investissement assez vite. Là, tu viens de l'évoquer, 14 euros, 15 000 mails, il y a juste un client, je ne sais pas ce que vous vendez. C'est sûr que si vous vendez moins de 14 euros, il en faut peut-être plusieurs. Mais ça reste très, très intéressant. Pareil que pour Prospecting ou Alaxi, voilà, tous les outils comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, réussir à intégrer et plutôt se dire non, non. En fait, l'idée, c'est de trouver une efficacité entre mon équipe physique, mes commerciaux physiques et aussi les outils digitaux. Les outils digitaux, on vient de le dire, c'est pour ça que je vous ai fait une longue présentation au départ, c'est différentes étapes. À quel moment je vais intégrer l'étape? Est-ce que c'est sur la partie prospection téléphonique? Est-ce que c'est sur la partie prospection mail? Séquence LinkedIn? Quel est l'outil que je vais utiliser? Et comment je vais faciliter peut-être le travail à mes collaborateurs, à mes commerciaux, à moi-même pour être encore meilleur. Donc, il est certain que les outils jouent un rôle essentiel justement sur la partie performance parce que moi, je donne un exemple très concret. Prospecting et Galaxy m'ont aidé à me lancer sur plein de choses, dont par exemple le nombre d'abonnés et la visibilité que j'ai maintenant sur même LinkedIn. Au départ, c'était un sujet que je ne travaillais pas du tout. Et un jour, justement, en échangeant, je me suis dit, si je me mettais juste 10 minutes par jour à envoyer des séquences, 10 minutes par jour,
ça serait déjà exceptionnel. Alors oui, c'est magnifique, mais il faut le faire tous les jours. C'est justement là où les outils vont beaucoup nous aider, c'est-à-dire que dimanche y compris, samedi soir, quand vous voulez, ça va marcher. C'est-à-dire qu'il va le faire pour vous. Et je peux vous assurer qu'au final, le retour sur investissement sur la durée est quand même hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Donc, on vient de le voir, e-mineur qui va nous permettre de récupérer des données. On peut les incorporer alors sur SendyBlue, qui va être par exemple le concurrent de Mailjet, qui fait la même chose, Mailchimp, qui est américain. Et on va créer des campagnes mail pour faire de l'acquisition client. OK. De l'autre côté, on a vu que donc du coup, il existait des outils. On a vu, alors, on a évoqué, on n'a pas vu ensemble, mais tu vas nous en faire la démo du coup pour la séquence Wallaxy. Ouais, alors moi, je vais pas forcément présenter la séquence, mais plus des petits tips sur la segmentation, puisqu'il y a une Segmentation. question, en plus, il y a une question dans les questions là des personnes, qui est comment faire un message qui soit personnalisé sans faire un message différent pour chaque prospect. Et en fait, ça passe par faire des listes qui sont souvent plus petites et qui sont mieux segmentées et de meilleure qualité, en fait. C'est-à-dire, chaque liste de prospects, chaque message que vous envoyez doit correspondre à une audience très précise qui fait qu'elle a l'impression que le message est personnalisé, même si ce n'est pas exactement le cas. Et donc, après, c'est toujours difficile de donner des templates, parce que par définition, le template ne fonctionne pas, puisque si tout le monde utilise le même type de message, les prospects s'en rendent compte et donc le message est plus personnalisé. Donc, c'est très difficile dans les formations comme on fait aujourd'hui de vous dire, ah, il faut écrire ce message, parce qu'en fait, par définition, si je vous dis d'écrire ce message, tout le monde va l'écrire et donc, tous les gens que vous allez contacter vont recevoir plusieurs fois le même message et donc, il sera moins efficace. Par contre, la base, c'est de créer une liste qui soit quali. Et donc, je voulais faire une petite démo de comment on peut faire une bonne recherche sur LinkedIn et nettoyer sa liste. Mais il te restait des choses à aborder avant, peut-être? Alors, Faro, oui, Faro et Société Info que je trouve quand même assez intéressant aussi. Et pour finir par rapport à ça, en fait, c'est que, on vient de le dire, hein, une campagne d'acquisition en ligne, en fait, elle va reposer sur déjà l'identification de la cible et comment justement on va faire pour aller lui parler. Où c'est qu'on la trouve, comment on va faire pour aller lui parler. Donc, par rapport à ça, Faro, qualitativement, par exemple, il est super intéressant. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir me connecter. Juste, je Est-ce que sais. tu veux faire une démo des deux outils ou peut-être juste, parce que ça fait faire déjà un peu plus d'une heure qu'on a lancé le live, peut-être juste nous exposer les grands intérêts des deux outils? Ouais, c'est parfait. En fait, uniquement sur Faro, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir justement, pareil, créer des opportunités business, puisque donc il va venir récolter de la data, donc des informations sur plein de plateformes, d'outils différents. Donc, ça signifie qu'il va venir s'enrichir, donc faire de l'enrichissement, récupérer des données sur société.com, par exemple. Donc, récupérer les informations des sociétés qui sont actuellement actives, qui sont donc du coup en activité. En même temps, il va venir connecter le profil LinkedIn du CEO, du dirigeant, du représentant donc de la société. Et ça va vous permettre donc du coup d'avoir une ligne. Tout à l'heure, je vous avais donné l'exemple avec Iminer qui collectait nom, prénom et adresse mail. Là, la ligne va être beaucoup plus complète et beaucoup plus qualitative puisque toutes les informations sont vérifiées. Ça signifie qu'elles sont actives. L'adresse mail va fonctionner, le profil LinkedIn va fonctionner, etc., etc. Donc, vous aurez plus d'éléments pour pouvoir réellement mettre en place votre stratégie d'acquisition plus complète. Faites d'un côté, comme on le disait, avec du mail, du téléphone ou du LinkedIn. Donc, c'est la même chose justement pour Faro ou Société Info. Voilà pour ma part. Donc, je te passe justement la main. Je déconnecte. Arrêtez le partage. Pour l'instant-là, s'il y en a qui ont des questions, il n'y a pas eu trop de questions, donc c'est que ça devait être super clair ce que tu as présenté aujourd'hui. Donc déjà, c'est cool, c'est bien, une bonne chose. Ou alors c'est que les gens ils dorment tous parce qu'il est 18h20, mais je ne Ouais, sais c'est pas. ça, c'est ça. Mais Ça, non, je pense que c'était super clair et vraiment intéressant, surtout la partie stratégie en amont. Ah, il y en a qui disent apéro. ah, je suis d'accord avec Pascal. Et du coup, oui, je vais en profiter justement pour regarder un tout petit peu et je vois que, il y a des combos, Wallaxy, Lucha, je suis totalement d'accord. Ouais, justement, ces petits tips. Mais là, on voit déjà du coup que vous avez il y a des personnes justement qui ont un peu plus d'habitude sûrement sur Oui, ce type d'outils, donc ça fait il y plaisir. a,
C'est ça, je pense qu'il y a des niveaux assez hétérogènes aussi Ouais, c'est ça, c'est ça. sur l'audience. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont eu l'impression de rien apprendre, d'autres pour qui c'était compliqué, mais je pense que c'était le bon niveau de complexité. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais juste essayer de vous faire, parce que, comme je disais, je pense qu'un des éléments fondamentaux vraiment d'une bonne prospection, c'est de bien diviser ses listes avec chaque liste doit être un persona précis, le plus précis possible pour avoir le message qui soit le mieux adressé à cette personne. Et typiquement, aujourd'hui, alors je vais pas vous montrer le 16 Navigator, mais ça se comporte pareil. Le 16 Navigator, c'est même mieux parce que vous avez des filtres qui sont beaucoup plus précis et qui vont vous permettre de faire des choses beaucoup plus intéressantes en termes de segmentation. Principalement, la taille des entreprises, qui est vraiment un critère quand vous faites de la prospection qui est fondamental. Vous ne ciblez pas de la même manière un directeur commercial d'une boîte de 200 personnes que d'un directeur commercial d'une boîte de 10 personnes. Et donc, à être capable d'avoir ce filtre-là, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour moi. Mais juste parce que tout le monde n'a pas le navigateur, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire une bonne recherche sur LinkedIn. Donc, typiquement, on prenait l'exemple des formateurs. Donc, j'ai fait une petite recherche. Première chose à ne jamais faire, utiliser le mot-clé qui est en haut. En fait, ce mot-clé va chercher tous les mots-clés sur le profil. Donc, évidemment, il va chercher en premier dans le titre LinkedIn, mais il va aussi chercher dans la description des expériences, dans le résumé, dans les centres d'intérêt, etc. Ce qui fait que si vous tapez, vous cherchez des gens dans le fitness, vous tapez fitness, peut-être que la personne, c'est juste un de ses centres d'intérêt. Et donc, vous allez retrouver avec des gens qui n'ont pas du tout le profil que vous cherchez. Donc, déjà, la première étape, c'est toujours de faire tous les filtres ici et d'aller utiliser le filtre qui est en bas, qui est le post. Donc ici, vous allez avoir le post. Première chose, si vous pouvez, donc là j'ai l'impression que LinkedIn ne prend plus en compte, mais vous pouvez mettre des quotes et vous allez pouvoir utiliser les opérateurs booléens. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionnent les opérateurs booléens, parce qu'avec Wallaxy, vous pouvez un peu contourner ça, mais admettons, on voudrait des formateurs en marketing ou des formateurs en digital, par exemple. Donc, on va chercher formateur marketing hors formateur digital. Hop. Et là, on va avoir nos résultats. Ah, il n'est pas content. Il n'a pas dû aimer les doubles quotes. Hop. Donc, hors formateur digital. Et là, vous avez 2000 résultats. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une recherche LinkedIn normale, vous pouvez accéder qu'aux 1000 premiers résultats. Donc, à partir du moment où votre recherche dépasse les 1000, vous pouvez déjà vous dire que vous n'avez pas assez bien segmenté parce que juste, vous ne pourrez pas atteindre les 1000 qui restent. Donc, vous avez intérêt à faire des sous-segmentations. Là, il y a plusieurs manières de le faire. Une bonne manière, par exemple, c'est de segmenter par lieu en disant, OK, on va aller chercher d'abord tous les gens qui sont en Île-de-France. Comme ça, on va pouvoir en plus utiliser cette information dans le message en disant, je cherche des formateurs en marketing en Île-de-France pour tel sujet. Et donc, vous allez avoir une personnalisation qui est un petit peu plus avancée puisque vous avez ajouté la région dans le message. Vous allez pouvoir aussi utiliser des filtres d'industrie, mais je ne vous les conseille pas forcément, tout simplement parce que ça dépend vachement de ce que la personne a rentré. Et on a vite fait de se retrouver à contacter en disant, ah, j'ai vu que vous étiez dans le secteur du marketing et de la publicité. Et en fait, la personne, elle a mis ça, mais ça ne matche pas exactement avec ce qu'elle fait ou c'est plus exactement ce qu'elle fait. Et donc, vous perdez en crédibilité. Donc, je ne vous conseille pas forcément d'utiliser ce filtre-là. Juste pour revenir donc, sur notre formateur, on a notre liste de 2000 personnes. Donc, déjà, on va en fait, on ne va pas chercher formateur digital, on va choisir de segmenter et de chercher uniquement les formateurs en marketing. Et là, vous allez retrouver avec 1500 résultats. On a cherché spécifiquement, on veut que ce soit dans le titre. Sauf que vous allez vous rendre compte que si je vais sur la dernière page de la recherche et qu'on regarde les profils qui correspondent à ma recherche, vous avez quelqu'un qui est en communication commerciale. Donc, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on recherche. On a aussi quelqu'un en data science, data analyst. Donc, on est sur des profils qui n'ont juste plus rien à voir avec formateur marketing. Probablement parce que juste dans leur poste, dans leur titre, quelque part, LinkedIn a déterminé que ça correspondait à ça. Et donc là, si je récupère tous ces profils et que je fais une campagne dessus en disant « Ah, j'ai vu que vous étiez formateur marketing, pardon. » La personne qui est en data science va me dire « Mais qu'est-ce que vous me racontez quoi? Ça n'a aucun sens. » Donc, il faut vraiment être méfiant. LinkedIn ne vous retourne pas les bons résultats et il y a un travail à refaire sur cette liste. Là, vous avez deux options. La première, c'est d'utiliser les notes. Donc, en fait, vous allez dire, OK, j'ai vu qu'il y avait data analyse et en fait, ça ne me va pas. Donc, je vais utiliser note data analyst. Il a mis data analyse ou data analyst. Hop, je ne sais pas si c'est ça. Hop. Normalement, le profil n'apparaît plus. Et donc, vous avez exclu profil.
Le problème, c'est que là, dans notre cas, vous avez tellement de profils qui ne correspondent pas à notre recherche que vous allez devoir faire des notes à répétition et vous allez passer beaucoup de temps à le faire. Une autre option, c'est d'utiliser Wallaxy pour améliorer la qualité de votre liste. Donc, typiquement, là, dans ma recherche, j'ai exporté 400 profils de cette recherche et je vais vous proposer un petit peu d'améliorer la segmentation. Donc, typiquement, deux choses que vous pouvez faire qui vont nettement améliorer la qualité de vos prospections. La première, c'est un peu bateau, mais en fait, vous avez plein de gens qui ne sont pas actifs sur LinkedIn. Et quand vous allez les contacter, ils ne vont jamais vous répondre. Et c'est bête de contacter les gens qui ne sont pas actifs. Et quelque chose, un indicateur de profil actif, c'est le fait que la personne, elle possède ou non une photo un profil LinkedIn. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer tous les gens qui n'ont pas de photo LinkedIn. Donc là, dans notre recherche, je ne sais pas combien on en a 14, qui, eux, n'ont pas de profil LinkedIn. Donc, probablement qu'ils ne sont pas très actifs sur le réseau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle liste ici qui va s'appeler Blacklist. Donc, dans Wallaxy, vous avez une sécurité qui vous permet de ne jamais avoir deux fois le même prospect dans deux listes différentes. Et du coup, en créant une blacklist ici et en mettant des prospects dedans, ils ne seront jamais réimportés dans l'outil dans une autre campagne. Donc, on va prendre toutes ces personnes qui n'ont pas de photo de profil, ici, hop, on va les transférer dans la liste, hop, déplacer vers blacklist. Ces gens-là, comme ça, ils ne seront jamais réimportés et ils ne sont plus dans ma liste. Et donc là, j'ai juste à enlever les filtres et je récupère mes 388 prospects. Maintenant, il se trouve que la recherche sur Wallaxy est un peu plus pertinente que la recherche LinkedIn. Et donc, typiquement, là, on a ce monsieur investir et entreprendre avec un impact positif qui n'est pas du tout formateur, a priori. Et donc, on va pouvoir reprendre les filtres et on va chercher dans son titre, donc Occupation ici, formateur marketing. Et hop, on va avoir uniquement les profils qui matchent exactement avec formateur marketing dans leur profil. Et là, vous voyez, on n'a que des gens qui ont effectivement le titre formateur marketing. Si on veut être un peu plus large, parce qu'on a peur que les gens ils utilisent d'autres mots-clés, on peut mettre formateur en marketing. Hop. Et peut-être qu'on va avoir plus de résultats. Donc là, on a quelques profils en plus. Et là, ça y est, on a vraiment sur nos 400 prospects des gens qui ont tous formateur marketing ou formateur en marketing dans leur profil LinkedIn, qui correspondent donc bien mieux à notre audience. Et vous voyez que par rapport à ce qu'on avait initialement, on avait 400 profils. Là, on a plus que 65. Donc, vous avez à peu près 20% des gens qui matchent vraiment à ce que vous allez chercher. Et là, ça y est, maintenant, si je construis une séquence en disant « j'ai vu que vous étiez formateur marketing », on est à peu près certain que la personne, ça va correspondre à ce qu'elle fait vraiment. Et donc, le message va être beaucoup plus précis. Juste du coup, pour faire l'exercice de supprimer la liste, petite astuce. Donc là, vous prenez ces gens-là, hop, vous cherchez par tag et vous mettez formateur marketing. Hop. Je crée un nouveau tag. Hop. Maintenant, tous ces prospects, ils ont le tag formateur marketing. Je vais dans mes filtres ici. Il faut juste que je recharge la page. Hop. Et là, je vais filtrer par tag et je vais exclure ceux qui sont formateurs marketing. Et je me retrouve avec… il faut que j'annule les filtres qui sont là. Hop. Donc, j'annule les filtres que j'avais avant. Hop. Et là, je me retrouve avec tous ceux qui ne sont pas formateurs marketing dans ma liste. Hop, ils ne m'intéressent pas. Donc, je les mets dans ma blacklist. Et ça y est, j'ai en quelques minutes obtenu une liste de prospects qui correspond vraiment à ma cible initiale qui était les formateurs marketing. Et ça marche pour tous les titres LinkedIn en fait. Et donc, ce qui était vraiment important pour moi là aujourd'hui, c'était juste de vous montrer à quel point on pense que la recherche LinkedIn est bonne parce que quand on regarde la première page, on se dit « Ah, c'est bon, j'ai que des gens experts marketing, formateurs marketing, c'est bon. » Et en fait, on se rend compte que plus vous passez les pages de recherche, moins les résultats sont pertinents. Et donc, vous avez un vrai intérêt à faire ce petit travail qui, franchement, ne prend pas beaucoup de temps et qui vous assure que 100% des gens que vous contactez correspondent au titre que vous cherchez. Et on ne se rend pas compte à quel point ça va avoir un impact positif sur vos campagnes ensuite. Donc, c'était juste ce petit truc qui, en quelques minutes, vous permet de nettoyer vos listes. Voilà, ça, c'était tout pour moi. Je crois qu'on a quelques questions. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Ouais, c'est ce que je regarde aussi. Est-ce qu'on a des questions est-ce qu'un filtre ne contient pas un titre ne contient pas pour les listes qui ne contiennent pas formateur, par exemple? Du coup, il n'y est pas encore. C'est un truc qu'on va ajouter prochainement. Mais vous avez l'astuce de faire l'inverse en taguant les gens qui sont formateurs et ensuite en utilisant l'exclusion de tag pour contourner le fait qu'on n'a pas encore ce filtre. Tu avais des questions auxquelles tu voulais répondre qui t'intéressaient? Mais là, j'en ai profité, tu sais, pendant que tu faisais ta démo, du coup, pour répondre par rapport à Mojo et les CRM. Alors, on m'a posé la question d'un bon CRM pour les startups.
En réalité, ça va encore une fois dépendre du besoin. Monday, je le trouve vraiment super par rapport au coût qu'il représente. Asana, encore une fois, quand on souhaite juste commencer et qu'on souhaite avoir au moins quelque chose, et puis après, plus on va monter par rapport aux fonctions d'entreprise, plus on a des outils un peu sur mesure, HubSpot, Salesforce, qui sont entre guillemets un peu les machines de guerre, en fait, qui sont les plus complètes et qui font beaucoup, 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 beaucoup de choses, mais qu'à la fois, elles en font tellement qu'elles deviennent un peu plus complexes, Mm. justement, pour ceux qui sont plus novices. Après, après voilà, donc non, sauf s'il y a d'autres questions. En tout cas, un très grand merci à tous et à toutes pour ce moment d'échange, justement. Ça nous a permis alors de voir en fait concrètement dès le départ en fait que pour une stratégie d'acquisition, justement, pour aller cibler des clients, il faut savoir déjà à qui on va les parler et qu'il fallait justement réfléchir à une mise en place donc du coup concrète de différentes étapes parce qu'on l'a vu, hein, il existe des outils à sa volonté euh, et qu'on pouvait justement en profiter pour acquérir en fait finalement mettre en place une acquisition client de façon assez on va dire simple et performante à la fois. Voilà. C'est ça. Eh ben, écoute, merci à toi. Ravi d'avoir animé ce webinaire. Est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions, s'ils veulent une formation, un truc un peu plus poussé quelque part, par email ou sur LinkedIn peut-être? Avec grand plaisir, oui, tout à fait. Sur LinkedIn, j'essaye de me rendre un peu plus actif, même si c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus une histoire de dispo. Mais yes, sur LinkedIn, avec grand plaisir. Et sinon, sur notre site, il y a justement un calendrier pour prendre et réserver un créneau directement avec nous. Magnifique. Et ben moi, c'est pareil. Si vous avez des questions, j'essaie de répondre tous les jours à mes messages LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à me contacter.